C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Après plusieurs semaines à partager leur première page entre la sortie de crise du coronavirus et ses répercussions et le projet de loi de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations, eh bien, les quotidiens israéliens et les sites d'information disposent depuis hier d'un nouveau grand dossier d'actualité à traiter. Ce dossier, c'est bien entendu celui enclenché par la Cour suprême hier, une Cour suprême israélienne qui a publié un verdict contre la loi visant à légaliser la situation juridique de près de 2000 unités de logement construites dans les implantations sur des terres qui, pour certaines, sont revendiquées par les Palestiniens. La loi de légalisation, invalidée par la Cour suprême, titre ce matin sur plus de la moitié de sa première page le Yediot Aharonot, en nous expliquant que ce rejet de la Cour va placer plusieurs milliers de familles israéliennes en danger d'expulsion de leur maison, en particulier dans des implantations phares de Judée et de Samarie, comme les localités de Bethel, d'Ofra et d'Eli. Le Yediot Aharonot souligne que sur les 9 juges de la Cour suprême qui ont débattu de cette question cruciale, 8 ont tranché contre cette loi et seul le juge Solberg, qui, comme par hasard, habite dans la localité d'Alon Shvut, dans le Gush Etzion et donc dans une implantation juive, a voté contre l'avis de tous ses collègues et contre une invalidation de la loi. Ce qui confirme, sans même aller plus loin, que les juges sont bel et bien des hommes comme les autres et qu'ils ne votent pas seulement par rapport à la jurisprudence, mais aussi parfois par rapport à leurs racines et à leur idéologie. Et dans son verdict, la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, a expliqué que la loi rejetée visait à légaliser rétroactivement des actes illégaux qui ont été commis par une population militante. Ce sont les termes utilisés par Esther Hayut. Quant au juge Solberg, il a affirmé que l'invalidation de la loi ne servira ni les habitants juifs ni les plaignants palestiniens. Il faut souligner que cette loi invalidée stipulait que les Palestiniens qui réclament la propriété de terres sur lesquelles des implantations ou des logements dans ces implantations ont été construits auraient été généreusement dédommagés en échange de leur renoncement à revendiquer leur propriété de ces terres. Le Israël Hayom, lui, cite en manchette une réaction de la droite israélienne. La Cour suprême a déclaré la guerre au mouvement des implantations juives et le quotidien gratuit de préciser en sous-titre que l'on est peut-être sur la voie d'une crise politique après ce verdict de la Cour suprême. Les ministres Likoud ont promis de faire voter une seconde loi qui ira dans le même sens, tandis qu'à Bleu Blanc, eh bien, on promet de faire en sorte que la décision des juges soit bel et bien appliquée. Le Maariv, lui, titre ce matin: la Cour suprême a invalidé la loi sur l'arrangement du statut des implantations et elle la considère comme anticonstitutionnelle. En pages 2 et 3, le Israël Hayom cite des proches de Benjamin Netanyahou qui affirment que le vote de la loi sur la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations devrait justement résoudre le problème posé par la décision de la Cour suprême hier. Et cette réaction a également été celle de Tzvika Haozer, le président de la commission des affaires étrangères de la Knesset, qui était au départ dans Bleu-Blanc avant de créer une faction de centre-droit, Derech Eretz, et de rejoindre donc le gouvernement d'union nationale. Le seul problème est que depuis hier, les Américains réclament un accord entre Bleu-Blanc et le Likoud sur le dossier de la souveraineté et les observateurs ont le plus grand mal à voir comment les deux principales composantes du gouvernement d'union nationale, les Israéliens, vont pouvoir tomber d'accord sur ce très délicat dossier. Dans le Yediot Aharonot, des responsables du Likoud affirment qu'après un tel verdict de la Cour suprême hier soir, il est temps de faire voter la fameuse loi accordant une suprématie claire et sans équivoque à la Knesset et au gouvernement en matière de législation. Mais revenons aux nombreux commentaires que la décision de la Cour suprême a suscité, que l'on retrouve ce matin dans les principaux quotidiens et dans les sites d'information. Akiva Bigman déplore que la Cour suprême ait pris l'habitude de considérer les décisions du gouvernement israélien comme de simples recommandations et même de se moquer des lois votées par la Knesset par une majorité de députés qui, dans l'absolu, représente la majorité du peuple. Et de facto, la conclusion qui s'impose après un tel verdict est que la Cour suprême israélienne est devenue une institution politique qui fait fi de la volonté du peuple. Et Bigman affirmait que cette décision n'est qu'un prélude en perspective de l'invalidation d'autres lois votées ces dernières années par les gouvernements Netanyahou, comme la loi sur la nationalité. Voilà comment la jurisprudence sioniste est en train d'agoniser sous nos yeux, écrit-il ce matin dans le Israël Hayom. Itamar Fleischmann, toujours dans le même Israël Hayom, écrit que la Cour suprême n'a pas surpris par son verdict, mais il pointe un doigt accusateur en direction de la droite israélienne, qui n'a pas su trouver les moyens au fil des ans de neutraliser le trop-plein de pouvoir de l'instance suprême de la justice israélienne. Pour lui, la décision de la Cour prouve que la révolution juridique qu'Ayelet Shaked s'est vantée d'avoir réalisée au cours des 4
4 ou 5 dernières années n'étaient que fictives, puisque 8 juges sur 9 ont voté contre une telle loi. Dans le Yediot Aharonot, les avis des éditorialistes sont nettement plus favorables au verdict de la Cour suprême. Pour Ben-Dror Yemini, cette décision va sauver l'État d'Israël et le protéger de multiples problèmes liés au droit international et aux intentions, par exemple, de la CPI, la Cour pénale internationale, de traduire l'État d'Israël ou ses dirigeants devant son tribunal, devant la justice internationale. C'est également l'avis de Tova Tzimouki qui vante le rempart de l'État de droit qui est, selon elle, la Cour suprême israélienne. En dépit des critiques émises, la force juridique de la Cour reste certaine, écrit-elle. Quant à Yifat Erlir, qui elle habite dans une implantation juive, elle écrit ce matin dans le Yediot Aharonot qu'après ce verdict, tous seront perdants, tant les habitants juifs que les Palestiniens qui revendiquent la propriété de ces terres et qui pourraient ne pas se voir dédommagés en cas de litige. Les quotidiens font évidemment un lien entre la décision de la Cour suprême d'hier et la loi sur la souveraineté. Ils mentionnent en évidence les menaces de plus en plus précises des Palestiniens qui promettent que l'annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie provoquera la proclamation d'un État palestinien indépendant sur les frontières de juin 67. Et le Yediot Aharonot nous montre également ce matin une photo d'un des panneaux de la campagne lancée par le Conseil des localités juives de Judée et de Samarie, justement contre cette annexion qui, selon eux, va conduire à la création de l'État palestinien. Les journaux annoncent la venue aujourd'hui en Israël du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, qui tentera de persuader Benyamin Netanyahou de ne pas aller de l'avant dans le projet d'annexion. Et ils indiquent également que le Premier ministre par alternance Benny Gantz doit se rendre à Amman pour tenter de rassurer le roi Abdallah de Jordanie, qui est très préoccupé par le vote de cette loi sur la souveraineté. Quant au dossier du coronavirus, il reste tout de même assez présent dans les pages des quotidiens israéliens et des sites d'information. Ce matin, le Yediot se livre à un décompte légèrement macabre, dirons-nous, mais important, puisqu'il classe par catégorie d'âge les quelques 299 victimes qui sont décédées des suites du coronavirus en Israël. 84 avaient plus de 90 ans, 99 avaient entre 80 et 89 ans, 69 avaient entre 70 et 79 ans, 30 avaient entre 60 et 69 ans, tandis que 16 seulement avaient moins de 50 ans, ce qui confirme bien entendu donc que les victimes de ce coronavirus ont été essentiellement, dans leur immense majorité, des personnes âgées. Quant au Israël Hayom, il mentionne en première page une décision qui sera, selon lui, le cadeau d'adieu du directeur général de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov. Sa dernière mesure importante a été de promouvoir l'interdiction d'hospitaliser des malades dans les couloirs des hôpitaux, une pratique malheureusement fréquente en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.